Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube, où parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 16 décembre 2021, et voici grand format Impitoyable Bourgade, où je me retrouve face à Bastien Acritarche Wotoz et son dernier jeu en cours de financement sur Ulule. Financement qui s'achève dans 6 jours. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affinité. Bonne écoute. Acritarche, ça fait longtemps. Je t'offre un verre ? Allez, une petite bière, tu sais bien moi. Ok. C'est quoi ce bouquin là que t'as sous le bras ? Des années de travail, de la sueur. J'en ai vu, sais-tu, avec ce machin. Mais bon, c'est comme tout, quand t'es au bout du chemin, t'es content d'avoir fait la route. Ça s'appelle Impitoyable Bourgade. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça sert à quoi ? C'est un truc pour des rôlistes, c'est une boîte à outils. Et je pense que ça va pas mal révolutionner le genre, si tu vois ce que je veux dire. Révolutionner le genre, tu m'en diras tant. Bah ouais, t'en connais toi beaucoup, toi, des boîtes à outils pour générer des villes on the fly, pour créer des factions qui sont vraiment relous et qui vont foutre la merde et le boxon là où tes persos et les personnages mettent les pieds. Non, hein. Ah, peut-être pas, j'en connais bien quelques-unes. En OSR, ils aiment bien ça, les générateurs, les tables aléatoires. Mais c'est du PPTA ? Et voilà, t'as compris. Ce serait les fruits des amours interdits entre deux opposés du spectre holistique. Ah, mais tu sais, c'est toujours dans les métissages que sortent les engences les plus prolifiques et les plus belles. Et en plus, je pense pas vraiment ce que je dis. Il y a tellement d'écoles différentes en JDR. Et donc, ouais, montre-moi le bébé, là. Comment est-ce qu'il prend la lumière ? Est-ce qu'il ferait beau dans une étagère ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, hein ? Ce qu'il a de plus que les autres, je pense, c'est un certain nombre de procédures pour générer des villes pleines d'intrigues et dans lesquelles tes personnages vont avoir envie de plonger à cœur parce qu'ils sont directement impliqués dans ces intrigues envers les factions, envers les lieux intéressants de la ville. C'est marrant, là, comme ça, il y a un petit côté freebooter de Jason Lutz. Ah, il y a clairement, c'est Impitoyable Bourgade, c'est la petite sœur de Enterre Sauvage de Jason Lutz. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, on peut même dire que là où Enterre Sauvage nous invitait à aller nous perdre dans les étendues immenses et désertiques, pleines de découvertes et de dangers, eh bien ici, on va faire pareil, mais dans les villes, et de nouveau être confronté aux découvertes extraordinaires et aux dangers insoupçonnés des villes. Et je vois qu'il est signé de ton nom. Au début, je me suis dit c'était encore une traduction, mais c'est pas le cas. Ben non, il m'arrive aussi en effet de produire des choses un peu par moi-même, comme ça avait été le cas pour Sanctuaire à l'époque, et puis ben voilà, cette fois-ci j'ai en effet pondu l'immense majorité de ce qu'il y a là-dedans. Et alors que j'étais en pleine rédaction, Jason Lutz a sorti les PDF de travail de Freebooter 2 et il avait fait un certain nombre de tables aussi intéressantes pour les villes. Et donc je l'ai contacté en lui disant « Jason, on travaille un peu sur les mêmes choses. Si on échangeait nos brouillons pour voir ce qu'il en sort de bon et surtout pour qu'on soit raccord le jour où tu sors Freebooter 2 et que moi j'ai sorti Impitoyable Bourgade. » Et donc ça a permis d'enrichir le matériau de base. 2D6 plus business, les grands esprits se rencontrent. Ah oui, ça c'est sûr que Jason et moi, on va faire beaucoup de thunes avec tout ça. Dis donc, c'est pas chat la mascarade ici, hein. Oh, l'enfoiré. Allez, Vincent Mathieu est un pote, je tiens à le dire. Et du coup, là, ton Freebooters 2, il va hériter du logo HPL Ah, au potentiel ludique. Pourquoi pas contenu fictif malléable tant que t'y es? mais oui, bien sûr que c'est dû au potentiel ludique. Depuis quand est-ce que je ferai autre chose ? J'ai de la bonne cam et je m'y tiens. Mais c'est quoi ça, le HPL ? C'est la première fois qu'on en parle chez moi. Ah, c'est vrai, c'est la première fois qu'on en parle ensemble. Le haut potentiel ludique, c'est une manière d'écrire pour mettre un maximum d'objets ludiques et narratifs dans un minimum de mots et c'est important,
le et pour faciliter la transmission quand on est à la table de jeu. Pas question de devoir chercher pendant 12 heures la bonne table ou de devoir chercher pendant 20 minutes le nom du dernier PNJ dont on a besoin dans un lore de 300 pages. Non, le potentiel ludique, on est sur 30-40 pages bien de matériel à utiliser immédiatement en partie, et puis alors le reste où on va causer un petit peu de comment l'utiliser, comment mettre tout ça, comment faire prendre la sauce. Alors comme ça, tu aurais distillé l'essence même du fun pour la faire tenir en quelques mots? Ah, alors le fun, c'est encore pour moi une notion différente. Ici, on est vraiment sur de l'inspiration. L'applicabilité, oui, exactement. Utiliser des petites choses inspirantes, des petites méthodologies qui permettent de créer beaucoup de jeux autour de la table en co-création avec les joueurs, parce qu'on est dans du PBTA, on est dans de l'émergent. Dans du jeu de feignasse, comme diraient certains. Ah bah écoute, si être une feignasse, c'est se mettre les doigts dans le cul pour lire 300 pages de lore et en utiliser 12, bah écoute, alors peut-être bien. Mais ici, c'est le contraire, on prend 12 pages pour faire l'équivalent de 300 pages de lore. Tu prêches un converti, hein. Je suis un vieux papa décrépit. J'ai mieux à faire de mon temps, là. Il me faut du fonctionnel tout de suite. Exact. Donc ça me parle. Voilà. Mais entre-temps, j'ai googlé, mon louchon. Ah! Tu t'es dressé sur les barricades et t'as répandu ta botte parole un peu partout. Je suis qu'une énième pierre qui paffe ta route. Tu sais, quand on est un vilain prosélyte comme moi et qu'on essaye de répandre la bonne parole du HPL, il faut qu'on aille dans toutes les églises, qu'on aille dans tous les temples, qu'on aille dans tous les lieux perdus où le savoir se transmet. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas envie que le public y vienne pour entendre ce que t'as déjà raconté partout sur les ondes. Moi, je veux du concret. On va le tester, ton torchon. Eh ben, faisons ça, mon dit Joe. Ok. C'est parti, allons-y. Jingle. Impitoyable brigade, motorisée par Dungeon World, oh yeah! Et il va falloir qu'on place une petite bise à Sylvain Colas d'Orléans et la quantité hallucinante de playbooks dans la langue de Molière qu'il nous a transmis. Ouais, exactement, tout à fait. Mais bon, là je suis en train de plagier plus one forward et party of one aussi quelque part qui s'amuse comme ça à déboter le temps d'une parenthèse comme ça de vivre un peu de fiction à deux, en tête à tête. Tout à fait. Donc du coup, il me faut un PJ. Chez Plus One Forward, ils ont tendance à faire jouer un certain Plussy, qui a +1 sur toutes ses stats. Voilà, c'est très bien. Ouais, on va faire un truc comme ça. Et y aurait-il pas des playbooks qui sont exclusifs? Si. Donc, il y a 4 classes de compendium dans Impitoyable Bourgade. Il y a le diplomate, qui, comme son nom l'indique, est quelqu'un qui résout les problèmes par la diplomatie. Le rabatteur, qui est celui qui permet de trouver tout et n'importe quoi dans une ville. Le baron du crime, qui évidemment est un maître chanteur, un tricheur, quelqu'un qui est dans le marché noir et tout ce qui tourne autour du crime dans les villes et les milieux interlopes. Et puis le détective extraordinaire, qui est un clin d'œil au personnage du roman, du nom de la rose. Ah oui, ça me parle tout ça. Et donc, et qui est un détective extraordinaire qui résout les mystères grâce à ses recherches et ses déductions dans un monde où normalement la parole donnée a plus de valeur que des indices. Et donc voilà. Ouais, j'aime bien, là, tu me le vends bien celui-là. Dis-moi, vu le temps imparti, est-ce que ce serait pas le choix le plus judicieux? Ah bah écoute, moi je pense celui-là ou alors le rabatteur qui serait à la recherche de quelque chose pour un contrat. Mais donc soit le détective extraordinaire qui vient enquêter sur une rumeur dans la ville, un crime pour sauver par exemple quelqu'un qu'il connaîtrait d'une fin infamante, ou alors un rabatteur qui vient chercher à refourguer quelque chose que des héros sortis d'un donjon lui ont vendu pour 3 pièces 6 sous. Voilà. Moi, je vais rester sur là avec le nom de la rose. Là, tu m'as. Ouais, bah écoute, faisons ça. Je vais te mettre ces actions,
si tu veux, de départ, comme ça, on Elle fait va... péter. Voilà, ça arrive. Ok, je récupère la fiche collector, là. Détective Oui. extraordinaire. On lira les mots Valentin, hein, pour ceux qui n'ont pas la couleur, tu commences à connaître la formule. Exactement. Voilà. Mais donc, ce qui est important de dire, c'est que tu es devenu détective extraordinaire parce que tu as déjà résolu un mystère grâce à tes recherches et tes déductions, en ignorant volontairement les croyances, les superstitions et autres formes de pression sociale. Et donc, pour toi, la vérité a plus de poids que la stature politique ou sociale, que la noblesse et que la couleur du sang. Oh, d'accord. Je dirais qu'en prenant le détective extraordinaire, je fais d'une pierre trois coups. Parce que quelque part, ça fait clin d'œil à Magistrat et à Manigance et à d'autres jeux d'enquête qui vont arriver très vite dans l'émission. Du coup, je sais bien, ça reste dans le ton et ça me montre différentes approches, toutes motorisées par l'apocalypse. Eh bien, parfait. Tu m'envoies ravi. tu m'ôtes les mots de la bouche. Voilà. Mais dis-moi, Voilà. Volsung, comment vas-tu appeler ton détective extraordinaire? Attends. Je vais l'appeler frère Katfeld. Moi, c'est vrai que là, tu m'as vraiment trop trigger là sur l'homme de fouet là qui enquête quoi. Frère Guillaume de Baskerville. Ouais. Ouais, bah du coup, je vais jouer peut-être un personnage plus affable que ce que je m'apprêtais à jouer. Quand tu m'as parlé de bourgade, j'imaginais jouer un vieux briscard, tu vois, qui partait à la recherche de sa fille, qui avait fait un mariage un peu chelou pendant qu'il était au front, tu vois. C'est ce que j'ai commencé à rêvasser ce matin avant qu'on se rencontre, mais maintenant je vais jouer un personnage un peu plus lettré, quoi. Après, ça l'empêche pas. Frère Katfeld a été frère templier avant de devenir un moine qui enquête au Moyen-Âge, donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste que je peux effectivement me cacher sous ma défroque de moine et être affable, mais savoir le moment venu, d'une clé au bras, obtenir certaines réponses. Tout à fait. Eh bien, faisons cela alors. Eh bien, disons que tu te diriges, frère Katfeld, vers la ville de Port-Amrax. C'est une ville qui est un peu décrite d'ailleurs dans Impitoyable Bourgade et qui est l'exemple que j'ai pris pour montrer comment décrire une ville avec ses quartiers, ses factions et ses choses intéressantes. Il y a un plan dans Impitoyable Bourgade, il y a aussi une relation map des différents lieux et personnes intéressantes. Et puis alors il y a il y a une description plus avant, un almanach de Port-Amrax. Un almanach détaillé, donc ça va nous donner de quoi jouer. Port-Amrax, c'est une ville portuaire qui récemment a vu changer les gens qui la dirigent. Le pouvoir a changé à Port-Amrax. Avant, il y avait des barons marchands et maintenant, d'autres personnes ont pris position dans la ville, aidées par cela des mercenaires marins. Et il se fait que ta sœur qui habitait Port-Amrax n'a plus donné signe de vie et ne répond plus à tes lettres depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc tu as décidé d'aller voir de quoi il retournait, d'autant plus que tu as récemment reçu un pigeon voyageur de ton beau-frère, de son mari, te disant qu'il avait absolument besoin de toi car ta sœur était en grand danger. Mon sang ne fait qu'un tour. Et plutôt que de l'appeler Katfeld, parce que je me sentirais presque bridé et intimidé par l'héritage du personnage, je vais l'appeler frère Théophane. Oh, Théophane, ok. C'est moi. Voilà. Donc, frère Théophane, tu arrives avec ta mule dans laquelle il y a des bouquins et il y a sur laquelle il y a ton écritoire, évidemment. Il y a également ta besace dans laquelle tu avais mis tes rations pour le voyage et quelques cadeaux à donner à ta famille que tu vas retrouver à Port-Amrax. Tu arrives et tu aperçois les murailles de cette ville, des murailles qui ont connu des jours meilleurs. Il y a des lézardes dans certaines parties, il y a même des parties qui sont effondrées. On prétend que ces murailles auraient été érigées en une nuit par un gigantesque, une montagne mouvante, mais ce n'est là que folle rumeur, évidemment, à ton regard d'érudit.
Toujours est-il que l'après-midi a été assez ensoleillé et le chemin t'a fait pas mal suer. Et tu es bien content d'arriver et de pouvoir te reposer, reprendre ton lamelle quelques instants à l'ombre de ces murailles vétustes. Et quand arrive devant toi une personne qui porte sur le bras le brassard de la garde aux couleurs de Port-Amrax, mais qui manifestement possède à sa ceinture un sabre d'abordage. Et tu as entendu parler évidemment du changement politique, et tu ne doutes pas qu'il s'agit d'un milicien, mais qui est un de ces mercenaires pirates, un de ces mercenaires marins dont on t'a parlé. Il arrive et il fait et alors, que venez-vous faire par ici ? Je profite, après cette belle description dans laquelle je m'immerge avec délice. Tout ça, comment ça a été généré ? C'est juste toi, avec tes habitudes de meneur en série, qui est en train de recycler quelque chose, un endroit que tu connais bien. C'était généré par quelques jets de dés sur une table aléatoire. Et tout un chacun serait capable de décrire une telle cité en 2-3 coups de cuillère à peau. Comme je te l'ai dit, on joue dans Port-Amrax, qui est détaillé par un almanach. Et donc là, si tu veux, je peux te montrer l'almanach, mais dans cet almanach, il est parlé, on parle des mercenaires marins, hein, qui est un groupe, une des factions de Port-Amrax. Donc je vais m'asseoir là-dessus. Port-Amrax est un setting donc que tu proposes à tes voilà, futurs donc spectateurs. en 2 pages, hein, attention, hein, on n'est pas sur du setting extraordinaire. Je peux te le passer comme ça si tu veux. Avec joie. L'utiliser le moment venu. Et donc un tel setting pourra être généré par tout un chacun avec le contenu d'Impitoyable Bourgade ? Ah ben c'est le but, oui, bien sûr, évidemment. C'est merveilleux. Voilà, et donc alors Port-Amrax dans sa version Impitoyable Bourgade a été généré en 2-3 heures de travail. D'accord. Alors, de l'inspiration, mais pas de l'impro sur le pouce quand même 2 minutes avant la partie. Sauf si on a Port-Amrax sous le coude. Mais par contre, tu vas voir comment on va utiliser Impitoyable Bourgade pour donner plus de relief à Port-Amrax. Voilà. D'accord. Dès l'instant où il y a des jets de ce genre, faut pas hésiter à le préciser à l'antenne. Eh bien, je te le dirai, exactement. Super. Histoire que le public Voilà. se fasse vraiment... réussisse vraiment à s'imaginer en tant que meneur Voilà. avec un tel ouvrage sous le coude. Voilà, donc là je t'ai mis moi sur le Miro le descriptif de Port-Amrax en 2 pages, et dans les 2 pages qui suivent, il y a la carte géographique de Port-Amrax et la relation map de Port-Amrax. Voilà. Effectivement, et donc, oui, hein, c'est du HPL. Hein. Donc Exact. des phrases assez évocatrices et de quoi te lancer dans l'aventure après une petite lecture. Si tu as Tout à fait. Si tu as déjà les bons outils, les bons réflexes, tu maîtrises ton sujet. Voilà, et donc dans Port-Amrax, la description, il y a quelques impressions, et j'en ai déjà utilisé quelques-unes là maintenant pour décrire par exemple les vieilles murailles, et puis il y a les découvertes et les dangers, et parmi ces choses-là, j'ai utilisé les mercenaires marins, qui est une rencontre possible à faire dans Port-Amrax. Voilà. Eh bien donc, à ce moment-là, il y a un plan sur le visage bienveillant de frère Théophane, qui va peut-être feindre un peu le Candide. Donc tu m'avais aboyé en disant qu'est-ce que tu fous là, toi ? C'est ça que Exactement. Il hoche la tête. Dites-moi, mon fils, les portes de Port-Amrax resteraient-elles closes désormais ? Non, les portes de Port-Amrax ne sont pas closes. Il n'y a que certaines maisons qui le sont ici à Port-Amrax. Mais non. Par contre, il faut avoir un bon motif pour pouvoir pénétrer à Port-Amrax avant que le soir ne tombe. Est-ce que vous avez un lieu où vous logez ? Tout à fait, je ne suis qu'un vieil homme qui cherche à rendre visite à sa famille. Ah, eh bien, très bien alors. Mais dites-moi, vous avez l'air d'être homme de lettres. On ne peut rien vous cacher. Eh bien, dans ce cas-là, je vous conseille de vous rendre à la capitainerie si vous cherchez un emploi. Je sais qu'ils ont besoin d'hommes avec vos compétences pour réaliser un grand inventaire des marchandises qui passent par ce port. Voilà. Je fais un hochement de tête. Je saurai m'en souvenir, jeune homme. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et, comment dire, j'espère que vos retrouvailles en famille se dérouleront bien. Mon cœur se réchauffe d'avance à cette idée.
Petit hochement de tête, et je commence à tirer la mule en restant le vieillard faussement insignifiant que je suis. Tout à fait. Donc quand tu rentres dans Port-Amrax, tu arrives sur une place à l'entrée de Port-Amrax sur laquelle il y a plusieurs grandes bâches qui sont tendues avec des perches et qui ont différentes couleurs, et c'est le marché couvert de Port-Amrax qui est là, et tu remarques d'emblée que toi qui connais la ville, puisque tu y es déjà venu plusieurs fois pour rendre visite à ta sœur et à tes parents, eh bien tu remarques qu'il n'y a pas grand monde quand même au marché, alors qu'à cette heure-ci, normalement, les gens revenant de leurs travaux journaliers, normalement, c'est le moment où ils passent justement échanger des ragots, boire un godet et prendre un morceau de pain, quelques légumes, quelques tissus dont ils ont besoin pour leurs affaires de tous les jours. Et là, vraiment, tu remarques qu'il y a relativement peu d'étal, et en plus de ça, ils ne sont pas très très bien achalandés. Et je vais te demander de tirer un D12 pour déterminer l'ambiance qui règne parmi les gens qui fréquentent le marché. Un D12 dans un jeu PBTA, c'est pas courant. Et donc là, j'imagine que c'est un jet qui déboule sur une table aléatoire ? Exactement, c'est la table ambiance. Ok, c'est parti. Je tire donc un D12 et j'obtiens un 8. Un 8. Eh bien, l'ambiance est trépidante. Ah, bah voilà. Il va y avoir un changement de régime. Oui, en effet, l'ambiance a l'air d'être trépidante parce que tu remarques que les gens ont l'air d'être pressés en fait de rentrer chez eux comme s'ils craignaient quelque chose. Que fais-tu ? Eh bien moi, je continue à me déplacer d'un air bonhomme, presque placide, feignant peut-être d'être protégé par ma condition, par la foi, par l'homme de foi que j'incarne. Et mais de temps à autre, on peut constater que dès que l'ombre de ma capuche peut couvrir mon visage, que j'ai peut-être une expression plus grave en sentant que nous vivons des heures troublées, ici à Port-Amrax. D'accord, et tu en effet, alors que tu déambules entre les étals, tu entends un marchand qui conclut rapidement une affaire en disant mais je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de marchander, regarde, le soleil est déjà en train d'atteindre le dessus de la tour principale de la caserne, et tu sais bien que cela indique l'heure du couvre-feu, hein. Alors, soit tu les prends, mes 2 poulets, soit tu... et contre tes 4 bottes de poro, soit bien reviens demain, mais je n'ai plus le temps de marchander aujourd'hui. Je comprends très vite que le temps m'est petitement compté, et je préfère éviter de faire une mauvaise rencontre tout de suite, et je me hâte en direction du quartier où vit ma sœur et mon beau-frère. Et donc dans ce cas-là, nous allons déclencher l'action battre les pavés. Ah, j'ai déjà entendu ce move-là quelque part. Ah oui, parce que je l'ai déjà mis une fois sur Internet. Donc, voilà. Non, je fais référence au move du même nom dans Magistrat et Manigance. Ah bah écoute, figure-toi que je ne me souvenais plus qu'il y avait un move de ce nom-là dans Magistrat et Manigance. Eh oui, donc, les sbires du magistrat battent le pavé eux aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Ouais, exactement. Quand votre déplacement en milieu urbain est soumis à un enjeu ou empêché par un obstacle, ici l'enjeu étant clairement de retrouver la maison de ta sœur avant que le couvre-feu ne s'installe en ville, définissez-le avec le meneur, ce que je viens de faire, qui détermine la caractéristique la plus appropriée. Ça ressemble à un acte Northfire, non ? Un acte quoi ? Non, la façon dont tu le décris, on dirait un agir face au danger. Ah, un peu. Et donc, ici, tu vas essayer de planifier ton itinéraire le plus efficace, je pense. D'accord, oui. À moins que tu décides de forcer le pas et de sprinter. Dis-moi. Non, allons, je ménage mes forces, à mon âge. Bien sûr. Eh bien, tu vas lancer avec ton intelligence, s'il te plaît. Je tire donc... 2d6 plus 1. 2d6 plus 1, c'est un résultat tellement modeste, c'est un 6. Ah, ben tu marques un point d'expérience. Avec plaisir. Voilà. J'avais oublié, on pex par l'échec dans Dungeon World ? Oui, tout à fait. Sur 6 mois, tu prends un pex. Ouais, c'est parfait, je trouve que c'est la meilleure façon de pexer. Voilà. Ok. J'avais oublié depuis le temps, figure-toi. Podcast mérite tellement mal son nom. Voilà. Et donc, tu es en train de te chercher dans la rue. Et à un moment donné, tu es dans le quartier
ouest de Port-Amarax, là où tu es sûr que vivait ta sœur, et tu arrives devant une maison, et tu étais certain que c'était ici qu'habitait ta sœur, et tu vois que pas de chance, c'est désormais la boutique d'un receleur, et quand tu frappes, on est fermé, couvre-feu, full camp. Et là, c'est la seule piste que je possède, donc je vais frapper plus fort. Tu frappes plus fort. Arrive une personne, et là je vais te demander de lancer de nouveau un des 12 pour déterminer quelle est l'affabilité de notre PNJ. Ok. C'est un 1 cette fois. C'est un 1 cette fois. Tout à fait, ok. Donc il est agressif, antagoniste. Et donc il ouvre la porte à la volée, il sort avec une espèce de machette à la main, et il fait T'as pas compris, je t'ai dit que c'était couvre-feu, t'as envie que je tourne le crâne en deux ou quoi, connard? Nullement impressionné par une débauche de vulgarité, le moine se contente de lever les mains et de baisser la tête et déclare « Je ne suis qu'un vieil homme de foi, et la route a été longue depuis Bosonnais. Vous pourriez bien m'offrir le gîte? Le couvre-feu est à nos portes. J'ai de quoi payer, vous savez. » Eh bien, tu vas négocier avec notre ami qui n'a pas beaucoup quand même envie de te laisser rentrer. Et donc, mais comme tu lui proposes quelques piécettes, et j'imagine que tu les fais tâter dans ta bourse, eh bien, lance-moi 2d6 plus charisme, s'il te plaît. Ah oui, c'est un 8. C'est un 8. Eh bien, monte voir les pièces. Cela pourrait n'être que quelques clous que tu fais tâter dans ta bourse. Je sors une pièce que je fais miroiter au soleil couchant. Ok, il te l'arrache rapidement, il la prend, il la regarde, il la croque pour voir si c'est du bel argent bien tendre. Il fait... Et pendant ce manège, je lui fais « Alors, mon fils, est-ce que mon or est à votre goût ?» Et il regarde, il fait « D'accord, très bien, eh bien, je n'ai pas grand-chose de plus qu'une paillasse et un peu de soupe à vous donner, mais pour une deuxième pièce d'argent, je peux aussi vous mettre un pichet de vin. » Eh bien, ce sera avec plaisir. Mais rentrons vite avant que... Oui, tout à fait. Et donc, il rentre, et au moment où il ferme la porte, tu vois qu'il abat une lourde planche en bois. Tu ne te souvenais pas que ta famille avait une telle obsession de la sécurité. Tu rentres à l'intérieur et tu reconnais clairement le lieu. La maison est petite, et tu remarques qu'il y a une mezzanine sur laquelle est aménagée une chambre à l'étage, et tu reconnais cette mezzanine car c'est ton beau-frère qui est ébéniste qu'il avait installé lui-même, et tu reconnais d'ailleurs le mobilier de ta famille, et tu te demandes comment cette personne a pu arriver là, et tu vois que coincé dans le coin droit de la pièce se trouve l'étal replié du receleur, étal qu'il doit sortir et déplier devant chez lui chaque jour que les dieux donnent à ce pauvre monde. Qu'est-il advenu de ma mule? Est-ce qu'on a trouvé un endroit où la ranger? Eh bien, ta mule, oui, ta mule, vous avez pu la faire rentrer, et bon, là pour le moment, ta mule est allée se coucher sur la paillasse qu'il te réservait. Ok, parfait. Et d'ailleurs, elle commence à grappiller quelques mâchés de paille dans la paillasse. Oui, Églantine reste fidèle à elle-même. Et donc je me tourne vers mon bienfaiteur. Les choses ont bien changé, Séan. Et en si peu de temps. Oui, tout à fait. Au fait, je m'appelle Dorje. Enchanté. Et vous-même, vous êtes... Je suis frère Théophane. Frère Théophane, frère... Mais est-ce que vous n'êtes pas le frère de la petite Élisabeth? Bon bah tiens, ça va me faciliter la tâche. Là, son regard se fait plus intense et il déclare « C'est cela même ». Ah, vilaine histoire. Mais encore. Comment, vous n'êtes pas au courant? Non. Eh bien, son mari, le brave Boris, avait été engagé par les nouveaux habitants de la haute cité, qui est la cité
où vivent les gens riches de Port-Ambrax. Vous savez cela quand même. Je vous apprends rien à ce niveau-là quand même. Certes non. Et il a fait du travail pour eux, mais il se fait que Elisabeth, votre accorte jeune sœur, a tapé dans l'œil du vilain Fabio Langue-Pendu, le nouveau maître de la cité, et il a réclamé votre sœur pour la mettre dans son harem. Et pour ce faire, il l'a accusé d'avoir détourné le sens et de ne pas avoir payé ses impôts. Oui, et je constate que ce Fabio Langue Pointue existe justement dans ton... Exactement, tout à fait. Dans ton setting. Ok. Et d'ailleurs, en regardant cette relation map, je peux même voir auprès de qui il se tire la bourre pour le pouvoir. Exactement, tout à fait. Et donc ça, peut-être que c'est une information que tu possèdes, ou que tu vas pouvoir l'obtenir auprès de ton hôte. À toi de me dire. Ah d'accord. Mais c'est mieux si tu essaies de l'obtenir près de ton hôte. Oui, puis ça montre les mécaniques, puisque voilà. là j'ai peut-être accès à une science qui échappe à mon personnage pour l'instant. Comment dire peut-être que bon, c'est un homme qui a un sang-froid bien plus fort que ce qu'on peut croire, mais il joue toujours comme ça sur la bonhomie, la sympathie pour obtenir ce qu'il désire, dans une certaine mesure. Et donc, là, il va s'asseoir, limite presque se faire choir sur un fauteuil, accablé par cette vérité. Et à ce moment-là, frère Théophane se prend la tête dans les mains en commençant un peu à se lamenter. Voyons, mon brave, arrive le fameux Borch et il te tape un peu sur le dos. Allez, tenez, prenez un petit remontant. Il te tend le verre de vin qu'il était en train de te servir. Tout n'est pas perdu. Elle n'est pas encore pendue, que je sache. Et même si Boris s'est endetté jusqu'au cou pour essayer de la faire sortir de là, eh bien tout n'est pas perdu. Vous êtes là après tout, et je suis sûr que vous avez l'air d'être un érudit. Vous devriez pouvoir bien gagner votre vie et intercéder pour la sortir du mauvais pas où elle est. Après tout, des jolies filles à Port-Ambrax, c'est pas ce qui manque. Il va se lasser et il en trouvera bien une autre. Ce coureur de jupons de Fabio Langue Pointue. Il faut que je l'arrache à cela sans plus tarder. Je n'ose imaginer chaque minute qui passe est une de trop, alors que ma chère Elisabeth reste auprès de ce sinistre usurier. Mais que puis faire un vieil homme contre toute cette organisation? Eh bien, le vieil homme pourrait essayer de se trouver des alliés. Il doit bien y avoir dans cette ville des gens qui ont envie de renverser ces parvenus qui ont arraché le pouvoir aux nobles marchands. Voilà, il doit certainement y avoir des maisons marchandes qui vivent mal la situation. J'ai même ouï dire qu'il y avait une certaine forme d'inimitié au niveau du caravansérail. Peut-être que vous devriez aller voir. Les étrangers sont mal vus aujourd'hui dans Port-Ambrax. Mais où vous situez-vous vous-même dans ces jeux de pouvoir? Eh bien, vous savez, je suis comme vous. Je suis un homme sur le retour de l'âge et donc, je dois bien avouer que la situation, je fais le gros dos et je fais profit pas pour le moment. Tant qu'il ne nous raquette pas trop et que l'on arrive encore à payer tout cela, eh bien, il y a encore moyen de vivre décemment à Port-Ambrax. Après tout, nous restons en bonne entente entre voisins et nous continuons à nous serrer les coudes comme nous l'avons toujours fait. Seriez-vous en mesure de m'introduire auprès d'une de ces personnes? Ah, peut-être, probablement, mais il s'agirait là d'une entreprise, ma foi, risquée et qui pourrait amener des désagréments à mon commerce et à ma personne. Loin de moi l'envie de vous attirer des ennuis, mais comprenez ma ferveur, c'est de ma très chère Elisabeth dont il s'agit. Oui, bien sûr. Mais vous comprenez même que... Dites-moi, ce Fabio Langue Pointue n'irait pas jusqu'à haussir le bon Boris pour se retirer une épine du pied, dites-moi. Jusqu'à quoi, dites-moi? Oxyre quelqu'un? Mon Dieu, il a des hommes de main pour cela, il ne va pas tacher ses mains de sang. Le résultat serait le même. Aurait-il un tel manque de morale? Ah ça,
je pense que oui, je pense que l'on peut dire qu'il manque de morale. En tout cas, certainement selon votre approche de la chose, mon bon père, sans vouloir vous faire un procès d'intention, même s'il est en votre honneur. D'après vous, qui serait plus enclin à écouter mon histoire avec une oreille favorable? Eh bien, je pense que tu vas chercher à découvrir la vérité, et donc tu vas lancer 2d6 plus sagesse. Ah, discerner la réalité. Voilà, là, je suis en territoire connu, tout va bien. Voilà, donc tu vas discerner la réalité. C'est un 6 pour le premier dé, c'est un 2 pour le second, auquel s'ajoute mon +1. Voilà, ok, parfait. Et donc, tu peux poser une des questions. Tu les connais ou je te les redonne? Donc du coup, si on fait un discerner la réalité, je vais utiliser le très efficace. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ici? Alors, parce que je suis un maître de jeu taquin, tu remarques que dans les possessions de notre ami Borgé, tu vois qu'il y a quand même pas mal d'armes, des armes de type sabre d'abordage, de type gaffe aiguisée, et tu te dis que monsieur a manifestement maille à partir avec les mercenaires marins. D'accord. Il fait commerce avec eux. Ok. Et à ce moment-là, donc, il se lève lentement, passant une main sur son menton, et déclare « Dites-moi, vous, j'ai l'impression que vous ne faites pas négoce avec des enfants de cœur. » Oui, en effet. Comprenez bien que les mercenaires marins, disons qu'il y en a de nombreux dont la solde n'est pas suffisante par rapport à leurs besoins nouveaux, maintenant qu'ils ne sont plus longuement en mer, mais qu'ils ont débarqué depuis quelque temps, et ils se rendent compte que leur amour de la bibine et de la bonne chair leur coûte plus qu'ils n'escomptaient. Et donc, en effet, il y a de nombreux matériels qui me sont mis en dépôt ici. Mais dites-moi, ces mercenaires marins, de quel œil voient-ils le nouveau maître de la cité, Fabio Langue Pointue? Eh bien, ils ont commerce avec lui, et disons que ils s'arrangent entre eux. Je pense que Fabio Langue Pointue passe sur le fait qu'il raquette à peu près tout le monde ici dans la cité, tant qu'ils maintiennent un semblant d'ordre. Maintenant, je sais que Fabio Langue Pointue râle également parce que tout ce racket fait que les impôts qu'il voudrait bien lever pour enrichir un peu ses caisses passent mal auprès de la population, et donc il y a de nombreuses tensions entre eux. Je crois qu'ils ont un petit peu du mal à se répartir les parts du gâteau, si vous voyez ce que je veux dire. J'espérais que tu me parles de Hélar l'Indécis, parce qu'en méta, je vois qu'il est lié à ces mercenaires marins. Eh bien, tu sais quoi, lance-moi un petit peu le dé des parcs, ce dé 1d6, plus tu fais 6 et plus je peux donner des indications proches de tes attentes, et plus tu fais 1, moins ce le sera. Vas-y. D'accord, eh bien c'est un 2. Ah, pas de chance. Mais vous savez, il n'y a que la piétaille qui vient chez moi. Le bosco, le charpentier et les officiers supérieurs et certainement Hélar l'Indécis ne font pas affaire avec moi. Ils traitent directement avec Fabio Langue Pointue et surtout avec Veruca l'Indomptable. Sacré palmarès. Et comment puis-je obtenir audience auprès de ces grands seigneurs? Ah, eh bien, comment vous pourriez obtenir audience auprès de ces grands seigneurs? Mais moi, si j'étais vous, la première chose que je fais, puisque je suis comme vous êtes un homme de lettres, ce serait de vous présenter et de leur proposer leur service. Il n'y a pas beaucoup d'érudits parmi eux, et donc à mon avis, ce doit être de leur côté de la chose. Surtout que la plupart des érudits de la ville se sont réfugiés auprès des mages soldats du caravansérail. Je le vois. Eh bien, peut-être que mes dons de plumes me seront utiles. Merci à nouveau, George, pour votre hospitalité et toute la sapience que vous m'avez ainsi distribuée.
Voilà. Mais si vous voulez, demain, je peux vous conduire jusqu'à la cité interdite, où je vais aller revendre quelques-unes de ces armes. Et à ce moment-là, une fois que vous serez entré, eh bien, à vous libre de faire, comment dire, d'aller faire les connaissances dont vous avez besoin, d'aller rencontrer les gens que vous devez voir. Avec plaisir. Très bien. Et si vous aviez encore une de ces jolies petites pièces d'argent, eh bien, je me ferais fort de retrouver Boris et de vous l'amener ici demain soir. Vous en seriez capable? Oh, je pense qu'il ne devrait pas être impossible à retrouver. Le Porte Amrax n'est quand même pas si grande. Ma foi, c'est le ciel qui m'a fait croiser votre route. Vous êtes un homme plein de ressources. Oui, certainement. Tu discernes quand même une pointe de culpabilité. Il regarde autour de lui et peut-être... tu discernes probablement qu'il cherche à se racheter un petit peu. Peut-être, je me doute bien qu'il n'est pas aussi blanc qu'il le décrit, mais moi, le plus important, ce sont des vies, et Bien sûr. certainement pas quelques richesses matérielles. Ok, tu passes une nuit relativement agréable, ta mule te réchauffe sur la paillasse qui n'est pas de trop mauvaise qualité, elle n'est pas trop pleine de poux et de puces, et donc le lendemain matin tu te réveilles, il fend un quignon de pain en deux et le partage avec toi avec une petite tasse de tisane qu'il agrémente d'une demi-cuillerée de miel. Et bien, il rassemble 3 sabres et quelques gaffes dans un paquet qu'il ficelle convenablement et qu'il met sur son épaule pour aller jusque la ville interdite. Et il fait, eh bien, mon frère, si vous voulez me suivre, il est temps d'aller faire un petit peu de commerce. Allons faire nos emplettes respectives. Je pense même que tu peux faire une petite ellipse à ce stade de la partie, et Tout à fait. à moins que quelques gènes se fassent sur le chemin. Non, je ne pense pas qu'on va faire quelques jets en chemin. Donc vous arrivez dans la cité interdite. Mais en temps normal, on le pourrait, ça ressemblera à quoi? C'est Alors- un peu comme... Est-ce que je dois imaginer un petit peu comme une table aléatoire de l'embrouille, ou... Ce qu'on pourrait faire, par exemple, ce serait d'écrire un quartier par lequel vous passez, en tirant le nom aléatoire du quartier, son atmosphère, son architecture, etc. Voilà. Et comme ça, si tu veux, on peut le faire. Juste, histoire manière d'éprouver un pitoyable bourgade, oui, je veux bien avoir un aperçu d'une telle table. Ok, eh bien donc vous vous mettez en route et vous allez traverser un des quartiers de Porte Amrax que nous allons tirer au sort. Et donc je vais d'abord te demander de lancer un des 12 pour déterminer le nom du quartier. Vas-y. Fais-moi jeter tous les dés. Et après, justement, donc un des 12. Et là maintenant, il va falloir que tu lances 3 des 100, s'il te plaît. Donc, pour le D12, c'est un 5. Et ensuite, dans l'ordre, pour ce qui concerne les 3 des 100, j'ai un 81, un 84 et un 7. Donc le nom du quartier serait Porte de Riche et puis un 07. Dis-le d'une traite. Porte de Riche. Ouais, Porte de Riche et puis il faudrait... eh bien, vous passez par juste avant donc Porte de Riche plus un nom qu'il faut aller choisir dans le setting. Donc ici, le quartier qui maintenant est juste devant la cité interdite porte désormais le nom du Porte du Riche Fabio. Et je vais te demander de me lancer un des 12 pour déterminer quel est le type d'architecture de cet endroit. Un 8. Alors... C'est juste pour le plaisir de l'accent wallon. Tout à fait. Tu fais bien. Donc avec un 8, l'architecture ici est hétéroclite. Ça ressemble un petit peu à tout. Et c'est là que tu vois que Porte Amrax était auparavant une cité cosmopolite, puisque ici se mélange l'architecture à la fois un peu classique de ce bord de mer que l'on pourrait imaginer ressembler à celle des canaux d'Amsterdam ou d'une ville de la Hanse allemande, et également des choses un petit peu plus orientales, puisque Porte Amrax est la porte du Levant. Et fait de nombreux commerces avec les lointains empires du Levant.
Et donc, ici comme ailleurs, tu vois que les quelques volets qui sont encore fermés ont été renforcés en bois et que quelques marchands commencent à sortir des étals, principalement évidemment les marchands qui savent pouvoir vendre leurs marchandises de gai matin. Et donc cela sent bon le pain chaud, cela sent... différentes boissons chaudes du matin, ou alors le lait fraîchement tiré, qui d'une vache, qui d'une ânesse. Et donc tu traverses là et tu arrives devant les petites murailles. Ce sont des murailles qui font un petit 2,50 m de haut, pas tellement plus, en pierre quand même, relativement jolie, de la cité interdite. Là, à l'entrée de la cité, il y a de nouveau 2 de ces gardes mercenaires, ces mercenaires marins qui sont là. Et il y en a un qui voit arriver Borche et qui fait « Ah, Borche, tu viens encore refourguer les armes que l'on abandonne chez toi ?» Et Borche « Oui, mon bon seigneur, il faut bien que je m'achète les piécettes qui me permettent de me nourrir. Et comme celle-là, cela fait bien longtemps que vos compagnons les ont abandonnés. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de les remettre sur le marché, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez, rentre. Mais je doute qu'on t'en donne un bon prix aujourd'hui. J'ai cru comprendre que Fabio et Veruca s'étaient encore engueulés toute la nuit. Ah bon, ben écoutez, je rentre. Mais qui donc est là avec vous? Et avant de répondre à cette question, je vais te demander, les 3 dessins que tu m'as demandé de lancer, qu'est-ce qu'ils t'ont inspiré pour la description du quartier qu'on a traversé? Ah, eh bien, ils m'ont donné le nom du quartier, en fait. Donc, en lançant le D12, on déterminait la forme du nom du quartier, qui était forme plus de mots plus adjectif. D'accord? Mm-hmm. Et donc, ici, bien, ça m'a donné porte de nom riche. Tu vois? Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai donné le nom de la porte du riche Fabio. Mais j'ai lancé 2 D12 et 3 D100. Non, tu as lancé... tu devais lancer un D12. Et donc, un D12, et puis un D100 pour la forme, un D100 pour le mot et un D100 pour l'adjectif. Ah, voilà. D'accord. Et alors, le deuxième D12, lui, il m'a donné le type d'architecture, qui est l'architecture chamarrée. Ok. Bigarré. Voilà. Super. Je referme ce voile-là sur les coulisses. Voilà. J'ai cru comprendre que les personnes possédant mes compétences se faisaient rares en cette saison. Ah, vous êtes un lettré. Oui, je vois qu'il y a un écritoire sur votre âne, là. Et j'ai un petit mouvement de main pour ajuster pour montrer mes besicles. Ah, en plus, oui, tout à fait. Oui, ben vous avez bien la tête de l'emploi. Eh bien, oui, certainement que vous pourriez, comment dire, que nous pourrions avoir besoin de personnes comme vous. Allez demander Dame Kona, c'est elle qui se charge des inventaires et des impôts. Je suis sûr qu'elle aura besoin de quelqu'un capable d'encoder tout cela, de prendre note. Je fais un signe d'acquiescement. Et il vous laisse rentrer. Et donc là, tu arrives dans cette cité interdite où il y a une petite dizaine de manoirs. Ce sont principalement des maisons longues avec des toits en ardoise, ce qui est relativement rare dans la ville, à part les quelques halles marchandes qui parsèment la ville à gauche et à droite. Il y a peu de toits d'ardoise. La plupart des toits sont en chaume, évidemment. Et donc vous arrivez devant ce qu'on peut appeler le palais, qui est une espèce de grande construction à peu près triangulaire, et vous rentrez par cette arche gothique qui est à l'entrée de ce palais. Et donc à ce moment-là, Borche te regarde et fait eh bien mon frère Théophane, c'est ça ? Voilà, Théophane. C'est ici que je vous laisse rentrer dans la cour et demander après Dame Kona, et je suis sûr que on vous amènera à elle. Vous verrez, c'est une personne de confiance. C'était l'ancienne perceptrice des impôts, l'ancienne maltetière des comptes marchands, et donc je pense que
vous serez bien reçu. Et d'ailleurs, vous pouvez lui dire que vous logez chez moi. Elle me connaît et je pense que nous nous approcions suffisamment pour que elle vous accueille d'un bon œil. Voilà. Eh bien, bonne journée. Et donc, à ce soir, j'aurai des nouvelles de votre frère. Je vous le promets. Que les cieux vous bénissent, Georgie. Tu rentres dans la cour de ce palais. En fait, ce qui ressemblait à un bâtiment angulaire de l'extérieur est en fait une longue maison avec juste une petite enceinte supplémentaire qui forme une cour intérieure. Dans la cour intérieure, il y a une table à laquelle sont attablés quelques gardes en livrée. Il ne s'agit plus de ces mercenaires marins que tu avais vus ailleurs. Il y a des gardes en livrée. Il y a également un arbre à gibet. Donc c'est un arbre auquel on a sur lequel on a cloué un gibet avec une corde qui pend et tu vois également qu'il y a une cage en fer à son pied qui peut être utilisée lorsqu'il y a des emprisonnements à faire et tu vois qu'il y a une dame qui s'affaire près des gardes en leur disant allez, il est temps d'aller collecter les impôts auprès du sœur Antonio Lavera. Cela fait des semaines que vous devez aller récupérer sa part d'impôts et Fabio Langue-Pointu et Verruca l'Indomptable me font les pires misères pour que nous allions récupérer les 150 pièces d'or qu'il doit à la ville. Alors aujourd'hui, vous y allez et vous allez me ramener cet argent, n'est-ce pas? Comme l'heure tourne, je vais mettre les pieds dans le plat, fidèle à moi-même. Et donc, je vais m'approcher de Dame Cona et déclarer d'une voix douce. Vous avez l'air débordé, auriez-vous quelques instants à m'accorder? La situation est délicate. Ah, eh bien, tu vois que Dame Cona se retourne et tu jettes un œil sur son visage et je vais te demander de lancer un dé 100 pour caractériser son visage, s'il te plaît. Ok, c'est parti. 48. 48. Ah, elle a un nez remarquable. En quoi est-ce que son nez attire ton attention, dis-moi? Eh bien, je dirais qu'elle a le nez qui évoque celui de la célébrissime Cléopâtre, qui n'existe certainement pas dans cet univers-là, mais c'est un nez que, s'il eût été plus court, toute la face du monde aurait été changée, comme Google pourra le confirmer. Voilà. Ok, donc voilà. Tu vois qu'elle a un nez imposant, mais qui reste harmonieux par rapport aux traits de son visage, et elle a un regard qui pourrait être glaçant si ce n'était si tu n'avais pas l'habitude de ces regards de personnes qui sont des intellectuels sachants et qui dominent les autres de par leur connaissance et leur position de sachant justement, mais toi on ne te la fait pas et donc comme voulez-vous vous voulez du travail, moinillon? Et là je la regarde, j'observe son faciès et je déclare candide, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Pour pendre chapeau, c'est vraiment très commode. Voilà, 2D6 plus School est une émission culturelle. Je pourrais effectivement monnayer mes services et les compétences assez uniques dont je dispose, mais il y a de cela plus urgent. Et qu'avez-vous donc de plus urgent? Dites-moi. Pour ne rien vous cacher, en débarquant en cette belle cité de Port-Amrax, j'espérais retrouver ma sœur et mon beau-frère. Et là, qu'apprends-je, me direz-vous? Mais qu'apprenez-vous, vous dis-je? Eh bien que Fabio Langue-Pointu aurait affirmé que ma sœur et mon beau-frère ne se seraient pas acquittés du sens. Ainsi, mon beau-frère aurait été jeté tête première sur le pavé, et ma sœur se serait retrouvée réduite à l'état de courtisane dans le harem de ce fâcheux. Or, j'ai du mal à croire qu'il ne se serait pas acquitté de l'impôt exigé. Je vois. Bon, d'abord, sachez une chose, mon brave, c'est que le fameux Fabio Langue-Pointu ne sait pas distinguer un A d'un B d'un C. Ensuite, eh bien, si votre sœur n'a pas payé son impôt, c'est quelque chose que l'on peut vérifier. Dites-moi un petit peu, comment s'appelait-elle, mon mari, comment s'appelle-t-il? Boris Forvois.
Boris et Elisabeth, c'est cela. C'est cela. Oui, Boris est un charpentier. Il est venu travailler justement à la réfection de quelques escaliers qui étaient légèrement vermoulus à cause de l'air marin de la cité il y a de cela quelques semaines. C'est lui-même, vous avez l'individu à l'esprit. Très bien. Eh bien, écoutez-nous. Alors, je n'ai pas le temps de vérifier par moi-même, mais comme vous savez lire, je peux, si vous installez sur la table ici, je peux m'arranger pour vous faire lire les livres de comptes. Vous êtes une sainte. Il vous en coûtera 15 pièces d'argent. Est-ce que j'ai une telle fortune sur moi? Eh bien, lance-moi le dé des parcs pour voir si tu les as ou pas. Okay. Donc, c'est un des 6. Faisons ça. C'est un 1. Ah, bien donc malheureusement, tu n'as sur toi que 1 ou 2 pièces d'argent. Hélas, je n'ai pas de telle liquidité sur moi. Nous, voilà les gens de ma congrégation vivent petitement. Comment puis-je accéder à ce registre d'une autre façon? Eh bien, tu vas braver le danger avec ton charisme, s'il te plaît. Voilà, attends. Braver le danger avec ton charisme, s'il te plaît. Nous allons déterminer si tu fais bonne impression à la dame ou pas. Et là, c'est un jet de merde. Donc tu prends un pex. À nouveau, je pex. À cette heure-là de la partie, ça aurait été pratique. Voilà. Eh bien, j'ai besoin d'un clerc, et donc si vous pouviez effectuer quelques travaux pour moi, de copies de registres, eh bien, fin de cette journée, je pourrais vous laisser quelques instants en compagnie du précieux ouvrage dans lequel je répertorie les impôts payés, et vous pourrez savoir si votre sœur et votre frère ont bien payé leurs impôts. Mais voilà, je vais vous demander une journée de travail en échange de cette faveur. Et c'est tout ce que j'obtiens sur un 6 mois. Je me serais attendu à plus de cruauté. Oui, mais comme on manque de temps, je n'ai pas décidé d'être très mais pourquoi pas? Je veux dire, on peut terminer sur un cliffhanger où justement je suis en pleine panade. Alors, écoute, dans ces cas... Moi, madame, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Ok, alors... Non, je vais lancer un D12 pour voir... ben voilà, 10, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, ok, d'accord. Je vois clair dans votre jeu, dit-elle. Vous voulez falsifier les comptes pour créer une fausse preuve que votre sœur aurait payé son impôt. Je vous vois venir. Hors d'ici, ou j'appelle les gardes. Vous prêtez de telles viles intentions à l'homme de foi que je suis? Mais bien sûr. Loin de moi cette idée. Je veux simplement faire éclater la lumière la vérité au grand jour. Sachez, monsieur, que je considère que l'habit ne fait pas le moine, et que vous pourriez très très bien être un faussaire ici présent, venu pour innocenter. Je suis certain que Boris, et peut-être même Elisabeth, sont suffisamment malins pour ourdir un tel délit. Garde! Et donc là-dessus arrivent 3 gardes en livrée. Il y en a un qui a une vilaine masse d'armes avec des pointes qui brillent au soleil. Un autre avec une lance et le troisième avec un bouclier et une petite épée courte. Ils arrivent au pas de course. Tu vois qu'ils sont en livrée de Portamrax, donc rouge et or. Et ils t'entourent rapidement, ils font ici, jetez-moi cet homme au fer. Et donc celui qui a la lance abaisse sa lance et te menace de sa lance. Que fais-tu? Vous n'oseriez pas menacer un homme de mon âge? Que puis-je faire pour vous prouver ma bonne grâce? Madame, j'ai beau plaider, l'ancien croisé que je suis a vite fait de jauger la situation et se tient prêt à faire usage de ses réflexes encore très vifs. D'accord, ok. Bon, tu vois que ce groupe de gardes n'est pas des plus surentraînés, donc tu penses que tu pourrais en venir à bout le cas échéant, mais tu plaides quand même ta cause auprès de la dame, et donc tu vas me faire un petit jet de négocier avec 2d6 plus charisme, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Là, j'avoue presque que j'ai envie, que j'espère échouer pour pouvoir montrer
une autre facette de mon art. C'est un 7, ce qui donne donc un 8. Eh bien, prouvez que vous êtes le religieux que vous prétendez être et montrez-moi le symbole d'appartenance à votre ordre. Bien, dans ce cas, vu que c'est la pure vérité que j'ai déclarée, j'ai tôt fait de montrer une main ouverte sur un livre, une sorte de talisman de bronze de petite taille que j'ai autour du cou. Ah, bon, d'accord, je vois. Je me suis un petit peu emporté, je vous prie de m'excuser, mais il n'empêche que... Et donc vous devrez quand même payer l'impôt pour avoir accès à nos livres de compte en travaillant pendant toute la journée pour nous et sous le regard de Yuri qui vérifiera que vous ne falsifiez rien et que vous vous adonnez bien au travail que je vais vous confier. Et bien, comme cette démonstration arrive à son terme, je propose que l'un des gardes plus pourrus que les autres déclare qu'est-ce qui nous prouve que son colifichet, il l'a pas arraché à un cadavre? Et donc à ce moment-là, il fait peut-être un mouvement de sa hallebarde dans ma direction, et peut-être que je peux le désarmer prestement, je ne sais pas. Ah, écoute, oui, si là. tu veux. D'accord, On est sur ok. de belles voies. Et donc le fameux près de toi, c'est celui qui a cette vilaine masse d'armes, et tu vois qu'il a vraiment le faciès patibulaire de cet homme d'armes qui est aussi bas du front qu'il n'est méchant et agressif, et au moment où il arrive près de toi, il arrache ton pendentif et il crache dessus et il fait je suis sûr que c'est un fond, et il le balance à terre. Que fais-tu? Je vais tenter de rembobiner ce que tu as déclaré, parce qu'au moment où il va tenter de m'arracher mon talisman et se livrer à un tel sacrilège, je vais au contraire me servir de sa force et de son poids contre lui et le faire passer par-dessus mon épaule. Ah, donc au moment où il tend la main vers ton talisman, à ce moment-là, tu lui fais une prise pour pouvoir l'envoyer valdinguer, c'est cela? Exact. Ok, eh bien c'est braver le danger avec la dextérité, puisqu'il faut agir vite et souplement. C'est un 7 sur le fil du rasoir. On dirait que les dés... Un 7. Ouais, ok. Donc tu arrives à l'empêcher de t'arracher ton talisman comment dire, de ton cou. Mais ce faisant, tu vois que lui-même c'est une brute aguerrie. Et là où tu t'attendais à pouvoir l'envoyer valdinguer à terre, eh bien non, il reste debout et il t'agrippe par ta pure, il t'approche le visage devant lui et avec son haleine fétide qui empeste les dents gâtées, il te fait ne bouge plus le moignon, je t'ai à l'œil. Que fais-tu? Au moins j'ai évité ce sacrilège et je déclare... Je me garderai bien de battre un cil. Sors ton stylet, mets ton cul sur le banc et commence à travailler. Le scribouillard. Petite lueur indicible dans mon regard fatigué, mais j'obtempère. Ok, et donc tu passes la journée à recopier des tablettes d'argile dans un livre de vélin. Et ce sont des comptes ennuyeux qui indiquent les marchandises. Toujours est-il que tu remarques que... comment dire N'y a-t-il pas un moment où mon garde-chiourme va aller s'arroser le gosier et je pourrais en profiter pour retrouver aussitôt l'information dont j'ai cruellement besoin dans ce précieux livre? Exactement. Eh bien, écoute, en effet, tu profites d'un moment où ton garde-chiourme doit s'absenter pour une raison ou pour une autre, et tu vas cerner la vérité pour voir un petit peu ce que tu arrives à déterminer et voir si tu arrives à choper les informations dont tu as besoin. Vas-y. Oh là 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 là. C'est un 6. C'est un 6. Eh bien, écoute, tu es alors que tu as le nez plongé dans le livre des comptes et que tu es en train de chercher après après les informations qui te permettraient d'innocenter ta sœur, le garde-chiourme arrive et il frappe la table avec son énorme masse et il fait « Je savais bien que si je faisais semblant de m'absenter pendant un instant, tu te jetterais sur les livres de comptes de Dame Vona. Ah, salopard! Espèce de
Et là-dessus, il t'empoigne, il te fait passer au-dessus de la table, il te jette au milieu de la cour et il fait « Je vais t'apprendre à vivre, moi, vil traître, scribouillard, menu fretin, pisse froid !» Et il avance sur toi à grande enjambée, s'apprêtant à à t'écraser le crâne avec sa masse. Vous avez épuisé votre répertoire? Je saurais vous apprendre de meilleure manière. Bah, je vais lui poter le cul, moi. Peut-être qu'on pourra finir là-dessus, que je sombre dans l'inconscience ou que ce soit lui. Voilà, alors, est-ce que tu veux monter à l'assaut et lui faire mal, ou est-ce que tu cherches à le désarmer, l'assommer Oui, je cherche à le désarmer, l'assommer, voyons. D'accord, ok. Eh bien, donc, tu vas... donc, dans ce cas-là, tu vas... braver le danger avec... Oh, je dirais avec ta force, parce que c'est une brute épaisse, il faut y aller en force. Il ne s'agit pas d'un bête troll que je voudrais haussir pour rafler son XP et son loot. Voilà. Ah, ça voilà qui est mieux. Ok. Et donc, tu parviens à le désarmer et envoyer valdinguer sa lourde masse d'armes de l'autre côté de la cour, mais là-dessus, il rétorque avec un magnifique crochet du droit et tu perds un des 6 points de vie. Voilà. J'en prends 5 dans les dents. Oh, oui, tu vois qu'il a les muscles noueux et il n'attendait que ça. Tu vois toute sa rage dans ce coup de poing. Paf et il fait c'est pas un vétéran des guerres puniennes que tu vas donner la leçon au moinillon pas étage. Et là-dessus, il te court après, s'apprêtant à te balancer un coup de pied dans l'entrejambe pour en finir avec toi. Oh, je me demande si ce sera du coup le dernier acte de cet affrontement. Et moi, de mon côté, je vais tenter de lui abattre un coup de masse sur la tête, quoi, histoire de... Non, enfin, en fait, je vais tenter de le faucher. Oui, parce que s'il lève le pied... Nous sommes un dungeonware, donc tu ne tentes pas les choses, tu le fais un pas, c'est tout. Donc toi, tu le fauches avec le pied, quand lui arrive sur toi pour te lever, mettre... pour lever l'autre. Voilà. Ok, et bien donc... Donc c'est un 8, pardon. Voilà, ok. Et donc tu arrives à éviter son coup, tu le fauches, il s'étale de tout son long, et là il se relève il essuie le filet de sang qui coule de sa lèvre, de sa lèvre fendue, hein, et il te regarde, l'air mauvais, il fait craquer ses jointures, et il fait... Je ne lui laisse pas le temps de faire cela, il manquerait plus que pour l'instant il est... Son orgueil l'empêche d'appeler des secours, mais maintenant que je suis acculé, il me faut quand même obtenir l'information dans le précieux ouvrage. Oui, donc je vais tenter de l'assommer d'un bon coup de mes mains jointes. Ok, eh bien brave le danger avec ta force pour terminer de l'assommer. Et c'est peut-être le dernier jet. Ah yes, un 10, il était temps. Et donc, vas-y, raconte-nous comment tu parviens avec panache à l'assommer et à gagner contre... Eh bien, dis-moi juste quelle est la phrase qu'il s'apprêtait à dire. Il s'apprêtait à dire je vais avoir l'opportunité de te casser les dents une à une. Blam! Comme une masse, mes 2 poings joints se sont abattus sur sa face. Et le monde en perd ses couleurs et il s'écroule. Et d'un ton docte, je lui déclare: quand on est au front, on raconte pas sa vie. Ok, tu profites du repos, enfin du répit qui t'est laissé pour terminer tes investigations dans le livre de contes de Dame Vona. Et, si tu m'autorises cela, on me voit en contre-plongée parcourir fiévreusement l'ouvrage, et soudain mon visage semble s'éclairer par une facétie d'un rayon de soleil apparu entre 2 nuages, et là je déclare: pas le sang bleu. Et là, c'est générique. D'accord. Eh bien, en avant. Ah, c'était donc un petit avant-goût d'impitoyable bourgade. Voilà. Non, mais ça va pas, comme ça, de rosser des vieillards. Des vieillards encore entretenus, il faut bien l'avouer, mais... Voilà, c'est ça. Entre vétérans, on peut, non? Ouais, j'imagine. Voilà. Ok, bah écoute, merci Bastien pour cette expérience. Bah, écoute, merci à toi. Comment dire, c'était toujours un plaisir de
d'improviser une petite partie. J'espère que cela donnera envie à ton public de découvrir Impitoyable Bourgade et de venir souscrire au financement participatif sur Ulule. Et moi donc. Je me demandais si dans le temps imparti, j'avais les moyens de confondre le malandrin ou d'organiser une petite évasion à la faveur de la nuit, ou si au contraire ça allait être le début d'une grande entreprise où j'allais petit à petit, en me faisant quantité négligeable, commencer à assister aux jeux de pouvoir à travers la cité, petit à petit orchestrer sans en avoir l'air une sorte de putsch contre le despote, et dans le chaos provoquer l'évasion de ma sœur et de son mari pour qu'on s'arrache à cette cité où des factions beaucoup trop grandes pour nous s'entredéchirent pour le pouvoir et qu'on vive des jours heureux en race campagne, loin de tout ce tumulte. Je dirais que c'est l'avantage de Dungeon World, c'est que les deux sont tout à fait compatibles avec le style de jeu, d'autant plus que dans Impitoyable Bourgade, il y a tout un chapitre sur le jeu entre factions et sur la manière d'utiliser justement les actions de base de Dungeon World dans un contexte urbain et dans un contexte de relations sociales. Et donc, si tu avais envie de tisser tout un réseau politique pour faire tomber et vaciller le pouvoir usurpé par les saligots qui sont à la tête de Port-Amrax, eh bien, tu aurais pu, mais de même, si tu avais eu envie de prendre la lourde masse d'armes du vétéran des guerres puriennes que tu venais d'assommer pour rentrer jusque dans la salle du trône et aller éclater sa tête à Fabio langue pointue et ressortir avec ta sœur et fuir cette cité maudite, c'était possible aussi. Si j'avais été un baron du crime, les choses auraient été plus houleuses, peut-être effectivement. Voilà, ou si tu avais été un rabatteur, tu aurais eu l'occasion de trouver d'autres choses. Voilà, là tu avais choisi d'être un détective extraordinaire à la Guillaume. Et je l'ai fait, naturellement. Petite question. Est-ce que tu pourrais comme ça balancer au débeauté un move qui peut faciliter justement ces guerres de faction comme ça à l'antenne? Il y a tous les moves qui sont liés justement aux factions. Hein, donc comme... attends, que je... Donc il y a dans les moves, tu peux frapper au cœur d'une faction ou la contrecarrer, neutraliser, et ce genre de choses qui sont des actions qui permettent justement de jouer contre les factions. Donc les factions sont déterminées par leur influence, et donc qui déterminent leur influence et le territoire qui est à quel point elles sont sur un territoire étendu. Et donc, quand tu veux, par exemple, diminuer l'emprise d'une faction sur une localité, tu dis comment tu t'y prends, et puis tu lances 2d6 plus sagesse, moins la valeur du territoire de la faction. Et donc, en fonction du résultat, il va se passer des choses plus ou moins sympathiques avec la faction qui va perdre de son influence et de son emprise sur son territoire, qui va peut-être, riposter contre toi, ou même carrément lancer un avis de recherche. Avis de recherche, c'est un move qui était à mon avis sous-utilisé dans Dungeon World et qui permet d'expliquer quand les PJ sont recherchés par les différentes autorités de la région où ils se trouvent. Et donc ici, justement... voilà. Comme d'habitude, on les traite toujours de fauteurs de troubles. Je comprends pas d'où ça vient. Exactement, oui, voilà. Qui est un move qui est très intéressant parce que c'est un move qui indique clairement dans Dungeon World ne jouez pas des murder robots parce que si vous le faites, vous aurez des avis de recherche et des mauvaises réputations sur le dos, mais qui est un peu sous-employé. Et alors ici, justement, à travers les jeux des factions et ce jeu social, je réhabilite un petit peu cette action qui permet d'embêter les personnages quand ils arrivent dans une localité qu'ils ne connaissent pas bien. Voilà. C'est sympa tout ça, ça rajoute un petit mood Blend in the Dark. Ouais. Merci pour tout. J'espère qu'on a grave donné envie au public de se ruer sur le Ulule, vu qu'à l'heure qu'il est, il ne reste plus que 7 jours avant que le financement soit achevé. Ça nous ferait tomber le 21 décembre. 21. M'as-tu dit, et ils auraient tort de s'en priver parce que s'ils pledge... Donc s'il pledge, le PDF est disponible, hein, donc le PDF de travail est disponible, puisque maintenant que le financement est réalisé, je me suis dit autant que les gens puissent jouer et découvrir
ou plus rapidement toutes les petites pépites que j'ai voulu mettre dans ce supplément que j'ai vraiment énormément de plaisir à découvrir et à utiliser moi-même lors de mes parties. Et donc voilà. C'est quand même autre chose que ces financements participatifs où tout reste encore à écrire, donc n'hésitez pas, jeunes gens, et moins jeunes. Oui, voilà, exactement. Donc là, ici, il ne me manque plus que les illustrations des illustrateurs, et elles sont à peu près toutes commandées. Et donc, normalement, il y aura zéro problème pour tenir la deadline du mois de mars ou avril pour une sortie physique et la livraison des bouquins. Voilà. Super. Bah écoute, j'espère que je publierai cet épisode dans les plus brefs délais et surtout dans le temps imparti. Ce serait merveilleux, et sinon, c'est pas très grave. Si ça donne des regrets à d'autres, il y a toujours le moyen de rajouter des late pledges dans quelques jours sur Ulule avec le merveilleux staff qui nous accompagne dans ces projets-là. Voilà. Ah, ça c'est cool. Combien de fois j'ai vu des portes fermées sous mon nez parce que je découvrais un jeu trop tard. Voilà. À bientôt à Critarche. À bientôt, Volsung, et merci pour tout ça. Ciao.